بعد فطور. باهي الساعة الفطور ولا كيك. هاي باهي. Bon, on reprend petit à petit, je pense. On va reprendre. Donc, ما نعرفش الصوت يخدم اللوطة ولا إيه؟ في السالة اللوطانية. اسكو يسمعوني ولا إيه؟ ريجي. ريجي يسمعوني اللوطة ولا إيه؟ D'accord. Donc, je m'adresse bien sûr كالعادة للريد-شوسي. Donc, باش يجيو يحضروا معنا في plénière. Donc on va reprendre les conférences avec la deuxième partie. Je vais en profiter باش نعطيكم شوية programme العشية. Donc عندنا donc les conférences نتاعنا سالة bien sûr فرغت شوية خاطر on a des gens qui sont dans les salles de workshop professionnels. D'ailleurs يظل فما workshop نتاع SAP توا و CCLD donc qui ont des workshops en simultané dans les deux salles. Plus un workshop توا en ce moment qui se déroule pour les étudiants, donc la Tunisie imaginée par les jeunes, donc la Tunisie de demain imaginée par les jeunes, elle est en collaboration avec l'UNICEF, donc qui est en train de se faire à l'intérieur de l'hôtel. Au même temps, on a les 4 workshops stratégiques qui prennent quand même plus d'une centaine de personnes. Donc, العباد اللي بربي يحبوا العام الجاي يقيدوا معنا في les workshops stratégiques. ماذا بكم ديكو تلانسيو les inscriptions نتاعكم العام الجاي تبعثوا لنا des emails dans ce sens dans lequel vous nous dites que vous voulez en fait prendre part au workshop stratégique نتاعنا. Donc on essaye باش مش كل عام ناخذوا نفس العباد ونحاولوا كل عام نبدلوا شويه باش نلقاو ديما du sang neuf. Donc voilà. هذايا بالنسبه لي workshop bien sûr اللي نعملوهم مع ليتيس. بعد نكملوا العشاء les plénières donc les workshops نتاعنا عندنا donc il y aura une diffusion aussi du match après chef de match match 8 donc l'outil هذا il a prévu la diffusion du match la finale en fait de la Coupe d'Afrique de la Champions League africaine donc entre l'Espérance de Tunis et l'Ahli du Caire je pense non. Moi, je ne suis pas très football. donc il y aura la diffusion du match dans la salle, c'est-à-dire cabaret et salle avec dans les cabarets. Donc c'est l'inverse du restaurant où on a déjeuné. Donc quand vous rentrez, au lieu d'aller à droite, vous allez à gauche et c'est tout en haut. On m'a dit qu'ils vont ramener un grand écran. Donc voilà. Sinon, il y a le bar aussi qui est juste à côté, le lounge, vous pouvez aussi vous installer. Benesbal, l'abed, les gens comme moi qui ne sont pas très football ou football africain, plutôt européen. Donc on va lancer le dîner gala. On a fait le programme les 21h. 21h. Donc à 21h, on se verra pour un cocktail. Donc on a un cocktail. Avant le dîner, on va commencer à servir le dîner à 9h30. On va vous attendre un peu. On va vous attendre un peu, mais bon, après on risque d'avoir faim et la soirée risque d'être longue. Parce que cette année aussi, ça ne sera pas comme l'année dernière. Hein. À 2h on ferme. C'est pas un choix qui m'incombe, mais c'est plutôt un choix fait par l'hôtel. Donc à 2h du soir, on arrête les frais pour que demain on puisse aussi revenir travailler. Ça sera un truc sympathique. Ceux qui étaient là l'année dernière connaissent la salle. Et l'année dernière, c'était jusqu'à pas d'heure. Cette année, on restera là jusqu'à 2h. Donc, Amal a un programme assez sympathique. Donc, le cocktail, c'est open bar. Hein. Mais dès que nos amis du football reviennent, on va arrêter le bar. Comme ça... Comme ça, on va inciter le plus de monde à venir voir le cocktail. Et après, on reprend. Après le dîner, on reprend l'open bar jusqu'à la fin de la soirée. Et on aura un beau spectacle cette année. Donc, j'espère que ça vous plaira. Hein. J'espère que ça vous plaira et que vous allez bien vous amuser. Demain, comme d'habitude, on va essayer de commencer maximum à 9h30. Donc, pas très tard non plus, comme l'année dernière. Et on finira avec des débats ici même. Donc voilà, c'est le programme. Je pense avoir tout
je pense avoir tout cité. J'ai rien oublié. Comme je vous ai dit, j'essaye de, surtout pour les personnes qui sont au rez-de-chaussée, aller voir les workshops, aller voir les deux salles de workshop professionnelles. C'est intéressant. Il y a des entreprises sérieuses. SAP, elle est là pour présenter son produit. Vous connaissez SAP, qui a un produit assez exceptionnel, qui est disponible en cloud aujourd'hui. Ce n'est pas aussi cher qu'avant. Donc allez les voir. Et il y a CCLD aussi, d'après mon ami de MG, qui a eu l'occasion de travailler avec eux, Adel, il m'a dit que le produit est exceptionnel. Donc allez les voir aussi, ils font de l'assessment, je pense que c'est top. Donc voilà. Après ça, je laisse donc à Souhail me dire le soin de prendre, s'il veut, le reste du programme. Donc Souhail. Donc tu prends le micro pour lancer le reste du programme. Donc Souhail, le téléphone, c'est lui le patron, hein, après tout, je le dérange. Voilà, tenez le programme, je vais faire moi-même. Ouais. On va la faire plus simple. Format, j'aime comment c'est le format circulaire. On le garde l'année prochaine. Oui, donc l'après-midi, on a le début de la session 2, donc l'impact des technologies émergentes sur les organisations. Donc on va parler de Future of Work, à quoi ressemblera le travail de demain. Comment travaillerons-nous et quel rôle jouera le DRH de ce nouvel équilibre. Donc avec M. Bardinet, donc c'est un directeur chez Deloitte France. Donc je lui laisse le micro. À tous, merci de votre accueil. Si ça vous convient, enfin même si ça ne vous convient pas, c'est la proposition que je vous fais. Si ça vous convient, du coup, je vous propose que deux challenges pour cet après-midi, pour les 45 minutes, 30-45 minutes qu'on va passer ensemble. Le premier, c'est aucun slide, d'accord, et je vous promets que je vais essayer de m'y tenir. Et le deuxième, c'est que si vous repartez avec plus de questions que vous êtes arrivés dans la salle, ma foi, moi, j'estimerais que j'ai fait mon job. Parce que sur Future of Work, c'est justement ce qu'on va essayer de voir ensemble. Il n'y a pas beaucoup de réponses, mais il y a beaucoup de questions à se poser et beaucoup de pistes à explorer ensemble. Moi, je suis Gabriel Bardinet, je suis directeur chez Deloitte. Ça fait une quinzaine d'années que j'interviens dans le monde du conseil sur les sujets du capital humain. Je suis basé à Paris. Je vais vous parler un peu de ce monde du travail de demain. Mais alors, pour essayer de parler du monde du travail de demain, j'ai essayé d'aller regarder en fait ce que nos anciens voyaient pour l'an 2000. Donc j'ai retrouvé des images qui avaient été faites au moment de l'exposition universelle de 1900, celle qui avait eu lieu à Paris. Et on avait demandé à des dessinateurs de dire comment vous voyez le monde 100 ans après, en l'an 2000. Vous voyez qu'ils avaient imaginé une école où les enfants auraient des casques sur la tête et la maîtresse en train de charger une machine. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, moi c'est le cas, j'en ai 5 petits qui sont à l'école. Alors, la photo suivante, hop, si ça veut. Voilà. C'est pas pris dans l'école de mes enfants, mais pas très loin. C'est-à-dire les tablettes, les écrans tactiles, les écrans intelligents dans les écoles de nos enfants, maintenant c'est monnaie courante. Ils l'avaient imaginé il y a 100 ans, ça apparaît là en ce moment. Ils avaient imaginé il y a 100 ans d'autres typologies de moyens de transport, des sortes de roues, de patins électriques qui avanceraient tout seuls. Là, on vient de voir apparaître, c'est assez récent, enfin, si ça a bien passé, voilà, l'overboard. D'accord, c'est une patine là, qui avance toute seule en équilibre, on a plus de chances de tomber qu'il y a d'arriver à avancer. Et enfin, ils avaient imaginé des postiers volants. C'est quand même assez improbable, des postiers qui volent. Et alors, je pense que vous me voyez venir sur l'image suivante. C'est Amazon Air, c'est pas un truc qui a encore lieu, qui n'est pas existe encore complètement, qui est à l'état de concept, mais on sait que ça va arriver. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est pas le monde du travail d'aujourd'hui, c'est pas le monde du travail de demain, c'est pas le nôtre, peut-être celui de nos enfants, selon l'âge de vos enfants, plus probablement celui de nos petits-enfants. Mais c'est celui-là que je vous propose qu'on essaye d'explorer ensemble.
ce monde du travail, on le sait, il est en train de se transformer de façon massive et avec différentes composants que je voudrais essayer de voir avec vous. Mais là encore, je vais retrouver une citation que j'aime beaucoup. Donc je vous le lis dans le texte, j'ai récupéré ça dans un journal. Un représentant syndical dans une usine dit ça. 40% de nos fabricants d'outils, donc nos ouvriers, et 50% de nos opérateurs machines sont maintenant superflus. À moins de raccourcir la semaine de travail, 60% vont perdre leur emploi. Okay. Je l'ai repris dans un journal qui date de 1963 au Canada. D'accord ? On aurait pu croire que c'était écrit aujourd'hui. Donc, rien de nouveau au soleil. Ce dont on va parler ensemble, c'est des choses qui existent déjà depuis très longtemps, qui ont été déterminées il y a très longtemps, mais qui, effectivement, aujourd'hui, prennent une vitesse exponentielle. Et c'est bien ça, on en parlait tout à l'heure pendant le workshop, c'est ça qui a changé effectivement et qui fait qu'on est obligé de s'en préoccuper et de s'en préoccuper de beaucoup plus vite. Parce qu'effectivement, on peut avoir une approche assez alarmiste. On peut essayer de regarder tous les chiffres et la presse qui fait ses gros titres dessus. C'est très intéressant. Un des derniers, 47% des jobs auront disparu dans 10 ans à MIT, ou les chiffres de Davos que je vous donnerai. Alors des chiffres pour se faire peur, il y en a plein dans la presse, on voit que ça. Mais à un moment donné, il faut quand même le recontextualiser et repositionner ça dans une dynamique qui est plus large. Pardon. Alors, et ça, c'est mon autre promesse. Je ne me positionne absolument pas en tant qu'expert RH, même si je le suis quand même un peu, mais éventuellement en tant que personne qui a lu 2-3 études, qui a lu 4 ou 5 bouquins sur ce sujet-là, et je vais essayer de les partager avec vous. Et certainement pas, effectivement, en me disant je vais sortir ma boule de cristal et je vais regarder dedans et je vais vous dire à quoi va ressembler le monde du travail demain. J'en sais pas tellement plus que vous. Par contre, on va essayer d'y réfléchir tous ensemble et de se poser la question des différents drivers du monde du travail. Et ces différents drivers, je vous propose qu'on les regarde à l'aune de cette phrase que j'aime beaucoup, qui est l'ancien patron de Boule, des Carpenteries, qui disait ça. Au lieu de planifier l'imprévisible, on va essayer d'y rêver ensemble. Et on va essayer de rêver ensemble de ce futur. Alors ce futur, on peut quand même le considérer à l'aune d'un certain nombre de drivers. Si ça veut bien avancer. Le premier, c'est la technologie. La techno, elle est absolument partout. Si je prends un exemple, juste pour être avec vous aujourd'hui, j'ai essayé de relister le nombre d'applications que j'ai utilisées. Alors comme je m'y prends toujours à la dernière minute, donc c'était il y a 3 jours, donc j'ai commencé par regarder TripAdvisor pour me trouver les hôtels dans lesquels je pouvais me loger. Je suis allé sur Booking ensuite pour le réserver. Je suis allé sur l'application Air France ensuite pour réserver mon billet d'avion. Je suis allé bien entendu sur l'application Uber pour me réserver mon taxi qui viendrait me chercher pour m'emmener à la gare. Et j'ai fini en étant sur l'application WhatsApp pour prévenir ma femme que j'étais bien arrivé. Et Facebook pour poster une photo quand même du soleil pour mes amis parisiens qui ont droit à la pluie. Quand je dis que la techno... Non mais les amis, on se reprojette il y a 15 ans. Vous imaginez il y a 15 ans qu'on ferait ça ? Que pour organiser un voyage de 48 heures en Tunisie, j'utiliserais 2, 4, 6, 7, 8 applications. J'ai oublié, quand même Google à un moment donné, c'est la base pour rentrer. Quand on vous dit que la technologie est partout, elle l'est partout. L'autre analyse qui est intéressante, l'autre perception qui est intéressante, sur un téléphone comme celui-là, alors je ne sais pas trop si c'est l'iPhone 6, 7, 8, j'en sais rien, mais sur l'iPhone 2, donc le truc que tout le monde trouve, c'est un vieux mohican, et on n'arrive à rien calculer, ça rame, etc. On sait qu'il y a plus de puissance de calcul que dans la fusée qui a un Neil Armstrong sur la Lune, dans l'iPhone 2, que nous, aujourd'hui, on considère le truc qui n'avance pas. Donc, à un moment donné, quand on dit que la technologie est partout, c'est une réalité et on a un peu oublié. C'est le principe assez simple de la grenouille. Excusez-moi pour le comparatif, mais vous prenez une grenouille, vous l'achetez dans une eau bouillante, elle va mécaniquement sauter et sortir de sa casserole. D'accord ? Vous la mettez dans l'eau, vous faites chauffer, elle se fera cramer. Elle ne sortira pas, elle n'aura pas le réflexe de partir parce qu'elle ne se rendra pas compte que l'eau chauffe.
c'est quand même un peu globalement la même chose sur la technologie. Alors après, on peut effectivement se faire peur en prenant 3 minutes de recul, en se disant, mon Dieu, il y en a partout. Mais la réalité, c'est qu'on s'y est habitué et que ça n'a pas été un traumatisme et que ça a été même plutôt confortable dans notre vie quotidienne. Enfin, sur la techno qui est partout, je ne sais pas si vous avez vu passer dans la presse ou même sur Google Actu, cet article qui est passé cet été, que je trouvais assez amusant, qui est un journal américain titré « L'autopsie du robot Steve ». Parce qu'il y avait un robot dans un centre commercial qui était là juste pour faire de la cartographie. Puis des passants l'ont vu à un moment donné s'arrêter et partir toute blinde dans une fontaine. Et ils se sont dit « Mais mon Dieu, on a assisté au premier suicide en direct d'un robot ». D'accord. Bon, ils ont fait une autopsie, ils ont quand même ouvert pour regarder, ils se sont juste rendus compte que le robot avait bugué, quoi. Et il était allé tout droit dans la fontaine. Donc non, ce n'était pas le premier suicide d'un robot. Mais du coup, ça amène à se poser la question, un deuxième driver, cette histoire, on en parlait avec madame tout à l'heure aussi, l'intelligence artificielle. Alors je vous ai mis quand même les robots les plus modernes pour l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant à regarder, je ne sais pas si vous avez reçu ce faire-part de naissance, je vous le lis textuellement. AutoML, intelligence artificielle, développée par Google, a la joie de vous annoncer la naissance de Nasnet le 2 novembre 2017, donc il y a quand même quelques temps maintenant. La petite Nasnet est une jeune intelligence artificielle très prometteuse qui a déjà dépassé les restes de sa famille. Il s'avère que c'est la première intelligence artificielle qui a été développée par une autre intelligence artificielle. Donc on est un peu dans le principe de la mise en abîme, hein, là, pour ceux qui se souviennent de ce que c'est. C'est exactement ça. Après, on peut se poser la question de l'intelligence artificielle et de sa capacité. L'intelligence artificielle, elle va juste, effectivement, mimer une intelligence humaine, mais aucunement la dépasser. Elle va la dépasser, effectivement, dans sa puissance de calcul. Ça ne sert à rien de se confronter avec une intelligence artificielle. Elle sera toujours plus rapide que vous. Garry Kasparov, il a bien touché du doigt en ayant perdu en 1997 une partie aux échecs. Effectivement, sa puissance de calcul est plus rapide que la puissance de calcul humaine. Mais ce en quoi elle ne la dépassera pas, en tout cas à date, aujourd'hui, c'est dans sa capacité humaine et d'humanité, dans sa capacité d'interconnexion des idées. D'accord ? Si vous regardez une intelligence artificielle, qui date un peu, hein, l'anecdote, je suis désolé pour ceux qui étaient au même workshop que moi ce matin, je crois que je l'ai raconté, c'est les magasins Target, aux États-Unis, c'était il y a une quinzaine d'années. Ils avaient développé des algorithmes. Alors les algorithmes, on peut considérer que c'est les premiers niveaux d'intelligence artificielle, pour arriver à déterminer, mieux comprendre leurs clients et les inviter à aller acheter les produits dont ils ont besoin. D'accord ? Et il y a un père de famille qui vient voir le patron du magasin et qui dit « Mais je ne comprends pas très bien, en plus dans les États-Unis, bien américaine, bien puritaniste, je ne comprends pas bien, vous envoyez des bons de réduction à ma fille qui est mineure pour des produits de maternité. Il y a un problème quand même, juste à un moment donné, vous voulez la dépraver, ma fille ?» Donc le patron du magasin s'excuse platement, dit « Il y a une erreur ». Et le père de famille revient 2-3 semaines après, s'excuse auprès du responsable du magasin et dit « Mais je suis désolé, monsieur, vous aviez raison, ma fille est enceinte et je ne le savais pas. » Et les informaticiens de Target avaient développé un algorithme avec 80 achats. Ils arrivaient à déterminer si la personne qui faisait ces achats-là était potentiellement enceinte ou non. D'accord ? Juste la puissance d'un algorithme. Mais un algorithme qu'on avait laissé libre, sans une collaboration effectivement homme-machine. L'autre exemple qui est beaucoup plus récent, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était il y a à peu près 18 mois, je crois. Il y a sur YouTube, donc YouTube, ils vendent des encarts de publicité, rien de plus normal que ça, ils sont mercantiles, c'est rien de choquant. Ils ont mis un algorithme derrière qui permet d'afficher les publicités devant les vidéos les plus vues, d'accord ? Et puis les regrouper par thématique. Et juste un petit problème, c'est que les vidéos de l'armée américaine appelant à s'engager étaient diffusées face à des vidéos faisant l'apologie de la violence. C'est un tout petit peu contradictoire dans les termes. Là encore, on avait déployé une forme d'intelligence artificielle, une forme d'algorithme qu'on n'avait pas canalisé par cette intelligence humaine qui permet d'arriver à associer des idées là où une intelligence artificielle aujourd'hui, sauf si on lui dit précisément ou si on lui donne les moyens d'arriver à déterminer, n'est pas capable de le faire.
En parlant de l'intelligence artificielle, il y en a d'autres il y a un terme qui est souvent utilisé qui s'appelle la rovolution. D'accord ? Une fusion de robots et révolution. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Cette intelligence artificielle, cette arrivée de l'intelligence artificielle dans nos entreprises est en train de transformer en profondeur nos entreprises. Et ça, c'est le troisième driver dont je voudrais vous parler de ce Future of Work. Alors, si ça veut bien s'afficher. C'est l'hypersensibilité aux emplois. On a commencé à en parler, je vous ai donné un premier chiffre tout à l'heure. Alors on peut en parler d'autres. Le CDE parle de 9% d'emplois qui seront impactés par l'intelligence, la robotisation et l'automatisation. Roland Berger, qui est un grand cabinet de conseil, parle de 42% de probabilité d'automatisation. Le MIT, comme je vous le disais tout à l'heure, de 40%. Davos de 75 millions, mais création de 58 millions dans les prochaines années. Donc globalement, chaque cabinet qui sort un chiffre sort son chiffre. On dirait qu'il le pioche dans une bassine et il sort le premier chiffre au hasard. D'accord ? Même s'ils sont tous avec des rationnels et de calcul extrêmement puissants. Mais on touche du doigt, là, ce que je vous disais, c'est la boule de cristal. Hein. C'est le professeur Trelawney dans Harry Potter, vous savez, là, qui est face à sa boule de cristal. Mais c'est la même chose, quoi. On a à peu près aucune certitude. Ce qu'on sait, par contre, absolument, c'est l'hypersensibilité aux emplois. C'est que ça va transformer la nature des emplois. Et si on prend un point de comparaison historique, aux États-Unis, l'arrivée des distributeurs automatiques de billets. Alors, c'est un peu ancien, t'es un peu reculé là, quand même, dans le temps. Bah oui, sauf que ça a quand même juste supprimé massivement des emplois. 30% des emplois, d'accord, de guichetiers qui distribuaient les billets. Dans les 10 années qui ont suivi, il y a 40% d'emplois qui ont été créés sur des agents bancaires. Donc on a vu qu'on a détruit des emplois et qu'il y en a d'autres qui se sont recréés mécaniquement derrière différents. Si vous lisez et si vous voulez vraiment aller en profondeur sur les sujets de l'intelligence artificielle, je vous invite fortement à lire le livre de Laurent Alexandre, qui est un chercheur en neurosciences et puis même un entrepreneur maintenant, qui pose une question qui est clé. Je vous la livre comme ça et je n'ai pas de réponse à vous donner. Je vous avais dit que je vous posais des questions, que je ne vous donnais pas forcément en tout cas des pistes de réponse, mais pas forcément la réponse. Il dit globalement, l'intelligence artificielle, elle ne va pas impacter ce qu'on pourrait appeler les intelligences supérieures. D'accord ? Puisque, effectivement, l'intelligence artificielle vient plutôt détruire les emplois à faible valeur ajoutée. Les intelligences intermédiaires, ceux-là, on va arriver à les reformer et les redéployer professionnellement sur d'autres emplois. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui se passe pour les intelligences plutôt faibles ? Les intelligences humaines, j'entends par là, plutôt faibles, qu'on n'arrivera pas à reformer, qu'on n'arrivera pas à redéployer. Est-ce que c'est de la responsabilité des sociétés ? Ben oui, en même temps, c'est eux qui détruisent les emplois. Ou est-ce que c'est la responsabilité de la société avec un grand S ? Ben, c'est eux qui nous forment, c'est eux qui ont les parcours de formation, c'est eux qui gèrent les écoles, c'est eux qui gèrent les écoles supérieures, c'est eux qui sont censés, qui ont le mandat de former nos étudiants. Qu'est-ce qu'on fait pour ces populations-là ? Et aujourd'hui, le constat, il est sévère, c'est que personne ne se préoccupe de ce sujet. Et tous ceux qui s'intéressent un peu au sujet d'intelligence artificielle savent très bien le constat, savent très bien que ça va détruire des emplois. On peut dire c'est très bien. La robotisation, l'automatisation, la digitalisation, tous les sions là, divers et variés, va profondément tuer des emplois. On peut dire c'est une bonne chose. Dans la réalité, c'est une bonne chose, parce que ça va recréer des emplois. Ça va recréer des emplois profondément humains. Ça va recréer des emplois où les salariés ont une pleine valeur ajoutée. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on laisse sur le carreau à ce moment-là ? Et ce sujet-là, c'est un sujet sociétal et pas beaucoup de personnes s'en préoccupent pour le moment. Un autre grand driver de ce Future of Work, c'est le tsunami de data. Là, je vous ai mis les plaquettes sumériennes, 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais si on regarde pour quelques chiffres qui sont quand même assez frappants, il y a 10% de l'ensemble des livres existants, de tous les livres qui ont pu être publiés dans le monde entier, 10% qui ont été publiés uniquement sur l'année 2012. 10%. Il y a 15 millions de livres qui sont sortis en 2017 contre 3 millions en 2011. On a une surpublication, on a une surproduction de la data. Mais
La data, je faisais un peu la même conférence à Strasbourg devant quelques centaines de personnes il y a quelques semaines. Et il y avait un entrepreneur qui travaillait sur la data médicale et qui faisait un comparatif que je vous livre, que je trouve assez intéressant. Il dit, moi, la formulation data is the new oil, la data est le nouveau pétrole et la nouvelle richesse. Il me dit, vous voyez, je trouve vraiment, c'est une formulation bullshit, ça veut rien dire. La data, c'est du déchet, d'accord ? On produit autant de data qu'on produit de déchets dans l'humanité. Alors le déchet, effectivement, on peut considérer que ça a beaucoup de valeur, dès l'instant où on le nettoie et où on le recycle. Parce que la data pour la data, elle n'a absolument aucune valeur. Mais de la même façon qu'on est arrivé à créer des parcours pour recycler, nettoyer, traiter la data et en faire quelque chose qui a les déchets, on ne l'a pas fait encore sur la data. Si on posait dans le workshop sur les HR Trends ce matin avec Imen, on parlait des HR Trends, des tendances RH et effectivement de la People Data Analytics. Et alors déjà, il y a tout ce que je viens de dire, c'est comment je m'assure que j'ai de la data qui est propre. Donc, c'est déjà tout un sujet. Il y a le deuxième sujet, c'est qu'est-ce que je fais de ma data. Et le troisième sujet, c'est la sécurisation. D'accord ? Bon, donc déjà avoir de la data propre dans nos entreprises, avec nos systèmes, nos HRIS, nos systèmes d'info, on sait que la data a un niveau de propreté qui est globalement assez discutable. La sécurisation de la data, on ne va peut-être pas s'apesantir dessus, parce qu'on sait que de toute façon, toutes les mesures de sécurisation que vous mettrez dessus, de toute façon, sont à réinventer demain et sera à réinventer encore après-demain. Mais qu'est-ce qu'on fait de la data en tant que telle ? Et c'est la comparaison que je prends. On est tous plus ou moins, en tout cas, soit dans le domaine RH, soit intéressés par les sujets RH. Comment se fait-il que Netflix, chez qui je suis devenu assez addict, arrive à me proposer des films qui soient pertinents, qui me plaisent, qui répondent à mes centres d'intérêt parce qu'ils ont vu 4, 5, 10 films que j'ai regardés sur la plateforme. Et ils arrivent à me pousser des sujets qui m'intéressent. Comment ça se fait que ma DRH, et je suis assez cash, donc je le dis aussi à ma DRH de Deloitte assez régulièrement, comment se fait-il que nos DRH n'arrivent pas à proposer des formations qui sont pertinentes pour nos salariés et qui envoient et alors là c'est léger quoi, le catalogue en format PDF qu'on ne sait pas encore en format papier aux salariés en disant vas-y mon chéri, choisis dedans ce qui te fait plaisir. Alors, attends, madame la DRH ou monsieur le DRH, tu m'as recruté, tu as mon CV, tu as toutes mes expériences, tu sais ce que je fais au quotidien, tu sais ce que j'ai fait hier, tu sais éventuellement ce que j'ai envie de faire demain parce qu'on a nos entretiens annuels de performance, de machin, de trucs, de bidules, alors des entretiens, on n'a plus à savoir quoi en faire. Tu as tout ça dans tes systèmes, mais tu es infoutu de me proposer un truc qui répond à mes besoins et que j'irai plus vite à aller sur Google et aller me faire un MOOC. Il n'a jamais été aussi long de se former en entreprise et aussi compliqué. Alors, je ne sais pas la réglementation en Tunisie, mais alors en France, comme elle change en plus tous les 18 mois, autant vous dire que je suis paumé dedans et je n'ai jamais rien compris. Mais il n'a jamais été aussi dur de se former en entreprise et il n'a jamais été aussi simple de se former en dehors de l'entreprise. Or, on sait, et ça va être le driver juste après, que la compétence de l'apprentissage est une compétence stratégique dans les entreprises. Donc là, j'ai dérivé de la data sur la formation. Mais on va revenir un tout petit peu sur les éléments de data. Effectivement, cette donnée qui est produite, qui double tous les 8 mois, tout ce qui a été produit dans les 2 dernières années, Hélène le disait tout à l'heure, c'est 9 fois supérieur à ce qui a été collecté depuis le début de l'humanité. On est sur ce qu'on appelle l'infobésité, quoi. On est sur une surabondance de la data et qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on arrive à y mettre un peu de sens ? Une nouvelle dynamique de carrière. Ça, c'est un autre driver assez fort, effectivement, dans nos entreprises. Globalement, l'entreprise... Alors, désolé pour ceux qui étaient déjà au workshop ce matin, j'ai parlé un peu de la même chose là-dessus. J'ai dit, et le délire là, une entreprise, une vie, un job, globalement, ça, on sait que c'est fini. Hein. Ou alors, si c'est pas fini, c'est franchement en train de mourir. Donc, on est quand même plutôt à une vie, plusieurs entreprises, le même job. D'accord ?
Et ce qu'on est en train de voir apparaître, non pardon, une autre possibilité, c'est une vie, plusieurs entreprises, plusieurs jobs différents. Il s'avère qu'en plus d'être conférencier, je suis également professeur dans un certain nombre d'écoles. Donc tous mes étudiants, qui sont des étudiants en RH ou en droit, je leur dis, mais c'est très bien les gars, apprenez à fond les concepts, les machins. Vous savez quoi, ça ne vous servira à rien. De toute façon, tout ce que vous apprendrez, c'est inopérant en entreprise. La seule chose qui est importante, c'est que vous appreniez à faire fonctionner votre cerveau. Parce que de toute façon, la probabilité que vous fassiez un autre métier dans votre vie n'est pas faible, elle est totale. C'est-à-dire, si vous pensez que vous allez faire de la RH toute votre vie, vous vous fourvoyez, vous vous plantez les gars, vous êtes juste à côté, en dehors de vos pompes. Donc vous allez faire plusieurs métiers. Mais ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est le schéma une vie, plusieurs entreprises, plusieurs jobs. Vous me voyez venir en même temps. Et c'est ce qu'on appelle les slashers. La génération des slashers. Alors, on peut dire, les slashers, Gabriel, t'es gentil, mais c'est du subi. Oui, je suis d'accord. Il y a un certain nombre de personnes qui font plusieurs métiers en même temps et c'est totalement subi. C'est pas du tout choisi. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire plusieurs métiers en même temps et qui vont l'avoir complètement choisi. Alors, on sait c'est des signaux faibles, mais vous vous souvenez des images que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Un peu de demain, surtout d'après-demain. D'accord ? Mais des personnes qui, par exemple, pourraient vouloir être consultant, en même temps conférencier, en même temps professeur, en même temps auteur, en même temps entrepreneur dans de l'hébergement insolite et en même temps père de famille nombreuse, ça peut exister. Serviteur. Et là-dessus, quand je dis que c'est plusieurs métiers, des études nous expliquent que globalement, les personnes qui ont moins de 30 ans, on envisage qu'ils aient plutôt entre 10 à 15 métiers 10 à 15 jobs différents dans 3 à 5 métiers différents. Donc effectivement, on est sur des carrières qui sont déstructurées. Mais l'autre élément qu'il faut aller regarder derrière ces nouvelles dynamiques de carrière, c'est ce qu'on appelle le longevity dividend. C'est-à-dire, à un moment donné, les carrières se sont allongées. On veut dire, ouais, bon, Gabriel, t'es mignon, t'es gentil, c'est les retraites, on sait, on va travailler plus longtemps, on va reculer le départ à la retraite, tout ça, on est au courant. Ok, pas de problème. Mais surtout, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une personne sur deux, c'est des salariés qui ont moins de 20 ans. Aujourd'hui, quand on a 20 ans, l'espérance de vie, c'est 100 ans. D'accord ? Donc, je refais le calcul mathématique que j'ai fait ce matin. On a 20 ans, ou 25 ans, globalement. On est entretenu par la société pour se former. D'accord ? Toute la société se réunit pour former ces plus jeunes et pour les développer. D'accord ? 25 ans. Après, on a 40 ans de vie professionnelle. Ça nous amène à 65 ans. Et si j'ai une espérance de vie de 100 ans, ou 105 ans, ça fait à nouveau 40 ans où la société va juste se réunir pour me payer ma retraite. Donc si je refais une formule mathématique derrière, 25 ans ou 20 ans d'études, 40 ans de l'autre côté de retraite, si j'ai une espérance de vie à 100 ans, ça fait 60 ans. Ça fait plus de la moitié de ma vie, je suis entretenu par la société. Vous imaginez bien qu'il y a juste un petit problème mathématique derrière. Il n'y a même pas besoin d'être actuaire. Je bosse toute la journée avec des actuaires, je vois bien ce que c'est. Là, c'est juste une formule addition, division. Ça ne marche pas. C'est en ça qu'il y a la longevity dividend. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un allongement des retraites. Mais ce n'est pas juste un système de dire il va falloir travailler plus longtemps. C'est à un moment donné dire comment on restructure nos entreprises pour réaccueillir ces personnes âgées. Comment on arrête de dire que, et c'est atroce en France, à 45 ans, on rentre, donc pour moi, dans 8 ans, je rentre dans le plan senior. À 45 ans. Et attendez les gars, je vais vivre jusqu'à 90 ans et tu me dis qu'à la moitié de ma vie, on marche sur la tête en fait dans les schémas comme ça. Et ça, bizarrement, on n'a pas trop conscience. On se focalise sur l'âge de départ à la retraite. Mais ça, c'est un problème de société avec un grand S. Problème de société avec un petit S. Un problème dans vos entreprises. C'est dire comment vous allez les faire travailler. J'accompagne des entreprises, et je suis sûr que certains d'entre vous travaillent dans des entreprises où c'est physiquement très dur, où les métiers sont épuisants, où à 40 ans, on est rincé, on a bossé 20 ans, on est mort physiquement. Comment on arrive à recréer des emplois pour ces personnes-là ? Parce que c'est souvent des personnes qui ont opéré des jobs physiques.
S'ils ont des jobs physiques et pas des jobs intellectuels, c'est qu'ils n'avaient peut-être pas fait la formation pour faire des jobs intellectuels. Comment justement, à la moitié de leur vie, on les reforme, on les redéveloppe et on les redéploie ailleurs dans les entreprises? Comment on évite de se retrouver comme le Japon qui, l'année dernière, s'est retrouvé où il manquait 1 million de salariés et ça leur a coûté 90 milliards de valeur ajoutée dans le PIB japonais? Comment on se retrouve pour éviter d'être dans cette situation-là? Ça, c'est les nouvelles dynamiques de carrière. Derrière les nouvelles dynamiques de carrière, il y a, et c'est une vraie photo, hein, c'est pas un photomontage, c'est Ruth Flowers, qui est une DJ qui, à 70 ans, s'est mise à mixer en 3e partie de carrière. C'est une réalité. Bon, elle est patresse maintenant. Mais néanmoins, c'était une DJ à Londres. Comment cette diversité socio-démographique, donc qui est de dire, derrière la diversité socio-démographique, il y a surtout le sujet générationnel. C'est mon grand truc, le sujet générationnel. Je peux vous en parler pendant 2 heures si vous voulez, mais ce n'est pas ce sur quoi on m'a demandé de venir parler aujourd'hui. Mais derrière la diversité sociodémographique, le sujet générationnel, 4 générations qui sont en travail en ce moment. Les baby-boomers, effectivement, si on regarde l'entreprise des baby-boomers, l'entreprise, alors leur relation au travail, l'entreprise me fait l'honneur de me donner un job, ce qui m'entraîne à un certain lien de subordination à l'entreprise. On est tous d'accord, c'est à peu près comme ça, hein, nos parents. La génération Y, montre-moi, entreprise, ce que tu me proposes et je te dirai combien de temps je veux bien rester chez toi. Là, je suis passé dans le lien de collaboration. Et la génération Z, c'est ceux qui arrivent, là, on ne les connaît pas trop, la génération Z encore, parce que les seuls qui sont sur le marché de l'emploi de la génération Z, c'est ceux qui sont en formation courte, ceux qui ont entre 18 et 21 ans en ce moment. Donc c'est plutôt ceux qui sont en bac plus 2, donc il faut attendre encore 2-3 ans pour bien voir. Mais ce qu'on est en train de voir apparaître, mais ce n'est pas l'entreprise qui va me faire l'honneur de me donner un travail. C'est moi qui vais faire l'honneur à une ou plusieurs entreprises en même temps de leur donner ma force de travail et mon intelligence. Et là, on passe plus d'un lien de subordination à un lien de collaboration, on est passé à un lien de coopération. Je veux bien travailler pour toi. Je te fais l'honneur de bien vouloir aller travailler pour toi. Et tu sais quoi? Tu vas me payer et tu vas me dire merci tous les mois de venir travailler pour toi. C'est ça le sujet des nouvelles générations. C'est ça le sujet socio-démographique. C'est les impacts des nouvelles générations. Quand vous regardez, si on se focalise 2 secondes sur la génération Y, celle qu'on connaît le mieux, la génération Y à date. Alors après, je ne suis pas un grand chantre des sujets générationnels, hein, parce que nous, globalement, le seul champ social et de recherche dans lequel on a considéré que le lien générationnel avait un impact, c'est dans la démographie. Dans tous les autres champs, c'est un lien qui a été très fortement contesté. Je reviendrai derrière. Mais si on regarde cette génération Y, si vous voulez écouter des choses un peu passionnantes, vous allez sur YouTube, une autre application, et vous allez écouter Emmanuelle Duez, qui est une chercheure en France, qui est absolument passionnante, ou alors vous allez écouter Alan Carroll, qui est un chercheur canadien, qui en plus d'être un showman absolument extraordinaire dans ses conférences, écrit des choses passionnantes sur les sujets générationnels. Mais si on regarde la génération Y, qu'est-ce qui influence fortement? C'est 4 éléments. C'est la première génération mondiale. Okay, le monde est plat pour nous. J'en fais partie de la génération Y, donc je m'inclus dedans quand même. Le monde est plat. C'est vrai, il n'a jamais été aussi simple pour nous de passer d'un pays à l'autre. Je marchais hier dans Tunis et je me suis dit, non, en fait, je pourrais avoir l'impression de marcher dans n'importe quelle autre ville de France ou d'Europe, quoi. J'ai pris 2 heures d'avion, je suis arrivé ici, il n'y a pas de problème, quoi. C'est le même mode de fonctionnement. Le monde est plat. Et ça, on peut l'analyser, on sait très bien pourquoi le monde est plat pour eux. On les a biberonnés à l'international pendant toutes leurs études. Donc, il ne faut pas s'étonner non plus qu'une fois leurs études terminées, ils se barrent à l'autre bout du monde, dans un autre pays. Hein. On les a juste biberonnés à ça. Donc, on leur a expliqué qu'il fallait s'ouvrir au monde. Il n'a jamais été plus simple pour moi d'aller communiquer avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde plutôt que de communiquer avec mes voisins que je ne vois jamais. Non, je ne connais pas leur login Twitter ni Gmail, donc je ne peux pas discuter avec eux, alors que mes copains qui sont à l'autre bout du monde, j'y arrive beaucoup plus facilement. La première génération numérique, d'accord ? On est né avec un clavier entre les mains, d'accord ? On est né avec un téléphone. Moi, professionnellement, j'ai jamais vécu autrement qu'avec un smartphone, donc je ne sais pas travailler autrement. La première génération numéricus, la première génération postmoderniste,
C'est pas nous qui le disons, c'est Kofi Annan. Quand on dit postmoderniste, c'est qu'il va falloir réinventer le monde, ni plus ni moins. Kofi Annan dit c'est la première génération d'héritiers sans héritage. Mais oui, il y a tout à réinventer. Les modèles sociaux sont tombés, les modèles politiques sont tombés, les modèles religieux sont en train de tomber. Tout est en train de tomber, tout est à réinventer dans les entreprises. Et en plus de ça, vous dites, c'est la première génération omnisciente. Mais attendez, avant c'était vachement plus simple. J'arrivais face à quelqu'un, c'était le sachant. J'arrivais face à mon médecin, je lui disais j'ai mal à la gorge, je lui donnais mes symptômes, il me disait ce que j'avais. Maintenant, je lui dis mes symptômes et je lui dis ce que je pense. J'ai regardé, je pense que j'ai telle maladie. Et s'il me dit que j'ai pas telle maladie, il faut qu'il se justifie parce que j'ai passé quelques heures carrées sur Internet à regarder. Je suis sûr de moi. C'est la première génération omnisciente. Ça renverse le pouvoir. Ce qu'appelle Michel Serres, il a parlé des 3 grandes révolutions du savoir. C'est absolument passionnant, ces révolutions. À chaque fois, ça a été des changements sur le savoir. Le premier, ça a été l'écriture. La première fois, on a commencé à écrire. D'accord ? C'était à un moment donné, on était dans une connaissance qui était orale. On a commencé à la stabiliser, à l'écrire. La deuxième, ça a été l'imprimerie. On a commencé à le diffuser de façon large. On a commencé à diffuser le savoir. Et la troisième, vous me voyez venir là à nouveau, c'était l'informatique et c'était la digitalisation. On a mis le savoir à la portée de tout le monde. À un moment donné, ça renverse les rôles. Le rôle du sachant n'existe plus. Ou alors, il va falloir qu'il ait un charisme et un leader qui soient franchement affirmés. C'est ça, tous les sujets sociodémographiques, et c'est ça qui se passe dans nos entreprises aujourd'hui, et c'est ce sur quoi il faut que vous commenciez à travailler. Un autre grand driver, c'est l'économie d'usage. L'économie d'usage, ce n'est pas un truc récent, mais ce n'est pas un truc très ancien non plus. Globalement, on a commencé à le voir apparaître, en tout cas je parle là pour la France, dans ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement en 2008 sous Sarkozy, où on a commencé à poser la définition de l'économie de l'usage. L'économie de l'usage, c'est très simplement de dire, on vient d'une dynamique où je possédais, l'économie de la possession, à l'économie de l'utilisation. Et avec ça, en même temps, on est passé d'une dynamique où c'était le plus grand ou le plus gros qui mangeait l'inerte, qui mangeait le plus petit, pardon, à une dynamique où c'est le plus rapide qui mange l'inerte. Et c'est ça qui est en train de se passer, en plus de ce changement de l'économie d'usage et de l'économie du partage. Je ne vais pas m'apesantir plus là-dessus, parce que j'ai encore pas mal de choses et je crois que je suis un peu en retard. Donc effectivement, ce n'est pas la première révolution. Globalement, on est dans ce qu'on considère être la 4e grande révolution industrielle. Si on regarde la première révolution industrielle, ça a été les machines à vapeur aux alentours des années 1780. On a inventé ça, ça a pu commencer à industrialiser. La deuxième grande révolution, ça a été l'apparition de l'énergie et l'électricité. D'accord ? On a électrisé nos lignes de production. On a gagné en vitesse dans la production. La troisième, ça a été les technologies de l'informatique. Aujourd'hui, la 4e, c'est l'intelligence artificielle et une robotique de 2e niveau qui effectivement apparaît avec une virtualisation et des objets, connectés. Donc, ce n'est pas la première révolution, mais par contre, c'est clairement, et d'après ce que j'ai compris, il y a un match ce soir, donc c'est le moment de rentrer dans le match, d'accord ? Soit vous attendez et vous allez vous faire dépasser, soit vous rentrez dans le match. Et pourquoi il faut rentrer dans le match maintenant ? Parce que c'est exponentiel. C'est des transformations qui sont exponentielles. Une façon de regarder les aspects exponentiels, j'ai vu que dans le petit journal du salon, c'était repris les mêmes chiffres. C'est au bout de combien de temps une invention a été utilisée par au moins 50 millions d'utilisateurs. La voiture, on a très simplement mis 62 ans. Si j'en prends un autre, allez, on va dire les cartes de crédit, on a mis 12 ans. Facebook, on a mis 3 ans. Pokémon Go, on a mis 17 jours. 18 jours. D'accord ? À 18 jours, on avait déplacé 50 millions d'utilisateurs sur l'application. C'est ça l'exponentiel. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc soit vous rentrez dans le match, soit vous restez sur le banc de touche, mais ça sera définitif derrière. Et le match, préparez-vous, il va durer longtemps. Parce que comme je vous le disais, c'est des transformations qui ne sont pas pour nous. C'est des transformations qui sont pour nos enfants ou nos petits-enfants. Et ces transformations, elles donnent un monde avec 5 grandes réalités que je voudrais partager maintenant avec vous.
La première réalité de ce monde, c'est que la techno, elle apprendra toujours plus vite que vous. Toujours. Ça ne sert à rien d'essayer de se dire « mais comment on va faire ?» De toute façon, c'est un postulat. C'est dans vos jeux de cartes. Si vous jouez au poker, à un moment donné, vous avez une main, vous jouez avec cette main-là. Avec un peu de chance, vous pouvez demander quelques cartes complémentaires. Mais sinon, vous jouez au minimum avec la main que vous avez. C'est la même chose avec la technologie. Derrière, la technologie apprend plus vite que vous. C'est très simplement deux lois. Vous la connaissez probablement, c'est la loi de Moore. Moore, c'est l'inventeur d'Intel, d'accord ? Et la loi de Moore, elle fait partie de ces lois empiriques. Globalement, Moore avait dit tous les 2 ans, la puissance de calcul va doubler. D'accord ? La puissance de calcul d'un ordinateur va doubler. D'accord ? Tous les 2 ans. Et puis en 97, et cette loi-là, elle a été posée en 65. Hein. D'accord ? En 97, 30 ans après, il a dit ça s'arrêtera en 2017. Et il a eu à nouveau raison. Et ça s'arrêtera parce qu'on atteindra la taille de l'atome et qu'on n'arrivera pas à travailler en dessous sur la puissance de calcul. Et c'est effectivement ce qui s'est à nouveau passé. Mais la puissance de calcul a doublé systématiquement. Et l'autre règle que j'aime beaucoup, parce que c'est une règle informatique et c'est une règle réelle dans sa vie, quoi. Plus on dispose de place, moins on trie. D'accord ? Donc ça vaut dans nos bureaux physiques et ça vaut dans nos ordinateurs. On a démultiplié notre capacité de stockage de la donnée. Ce que je vous disais tout à l'heure, on démultiplie la donnée au lieu de la trier. Comme on a la puissance de stockage, on stocke et on ne range pas. Et on ne nettoie pas. Plus il y en a, moins on y arrivera. L'autre réalité, c'est travailler pour apprendre et pas apprendre pour travailler. Je vous le disais tout à l'heure. À un moment donné, on considère que il y a quelques années, quand on développait une compétence, on l'a développée, quand je dis il y a quelques années, c'était il y a 50 ans, hein. Donc il y a quelques années un peu lointaines quand même. Mais quand on acquérait une compétence, on l'acquérait on estimait à peu près 25 à 30 ans, avant qu'elle soit périmée, ma compétence. On estime qu'aujourd'hui, une compétence, ce qu'on appelle une demi-vie d'une compétence, donc à partir du moment où la compétence commence à se dégrader, elle est de 5 ans. Au bout de 5 ans, une compétence que j'ai acquise commence à se dégrader. Si vous avez des copains informaticiens autour de vous, des codeurs, vous allez discuter avec eux et vous leur demandez quand est-ce qu'ils ont appris leur langage. Ils vont vous dire dans les 2 à 3 dernières années. Et encore, là, c'est pour ceux qui sont old school quand même, hein. Parce que sinon, les systèmes de codage, ils changent à vitesse grand V. C'est la bonne façon de voir ça. Et on estime, et c'est l'OCDE qui dit qu'en 2060, donc moi perso, 2060, je continue, je commencerai à travailler un peu moins dans 40 ans. Mais c'est pas très loin en 2060 quand même. Hein. On passera 10% de notre temps à se former. 10% de notre temps à se former. Ce que dit Frédéric Laloux, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand gourou du management, Frédéric Laloux. Si vous n'avez pas lu son dernier ouvrage, je vous l'invite à le lire, Reinventing Organization. C'est que c'est la fin des hard skills. On passe d'une compétence où il y avait besoin de prévoir et de contrôler à une compétence où il faut savoir sentir et s'adapter. C'est l'apogée des soft skills, mais pas des soft skills à la papa. Alors comment faut manager ? Il faut faire l'entretien de fin d'année pour dire que mon collaborateur est une tanche, mais pour pas qu'il se vexe, quoi. Non, c'est les vrais soft skills, quoi. C'est comment je me comporte, comment j'apprends, comment je me développe, quand je me comporte, comment j'interagis avec d'autres générations, comment j'arrive à gérer des équipes où j'ai des personnes qui sont des baby boomers et des personnes qui sont de la Gen Y ou de la Gen Z. C'est ça les vrais soft skills. C'est pas les trucs à la papa, quoi. On est un peu passé au-delà. Et c'est Michel Barabel, un professeur à Sciences Po que j'aime beaucoup, qui nous explique effectivement, globalement, on est en train d'assister à l'enterrement en règle des hard skills. Effectivement, quand on considère que la demi-vie d'une compétence est entre 5 à 7 ans, on peut considérer qu'effectivement, la hard skills, elle commence à être un peu molle aux entournures, quoi, parce que 5-7 ans, ça fait quand même pas bien long. Et quand on sait que, par ailleurs, la Gen Z qu'on interroge, il y en a quand même 7,5 qui pensent que dans 10 ans, les études seront les sources d'apprentissage. 7,5%. Ça veut dire que, formulé autrement, j'ai un côté positif dans la vie, mais formulé autrement, c'est-à-dire qu'il y en a quand même 93. Il y a des personnes qui font partie d'écoles de formation ?
Non, c'est bon, bon. Donc, il y a 93% des étudiants qui considèrent que les formations servent à rien. Formulé autrement, c'est ça la réalité. 93% nous disent, globalement, on n'apprendra pas dans les écoles demain. Le fondateur de Free a créé une école informatique à Paris où il n'y a pas de professeur. Des étudiants se forment entre eux. D'accord ? Pas de professeur. OK ? On réinvente. Avant-dernier point, je vous le disais tout à l'heure, je vous disais que c'était le monde postmoderniste, il y a tout à réinventer. Le monde n'est plus pareil. On est des héritiers sans héritage. C'est ça. Tout est sur la table. Toutes les possibilités sont ouvertes. Et il va falloir arriver à réinventer les mondes de fonctionnement de demain, sans peur, effectivement, inutile. C'est l'influence de l'intelligence artificielle, l'influence de la robotisation. Effectivement, on peut être tétanisé comme un lapin dans les phares d'une voiture, quoi. Il se dire on n'arrivera plus rien à faire, etc. Ou juste très simplement se dire c'est une transformation parmi d'autres. Il y en a eu d'autres qui ont eu lieu par le passé. Certes, elle est plus forte, elle est plus rapide, elle est plus intense, mais c'est des transformations qu'on a déjà connues, que la société avec un grand S a déjà connues et arrivera à le faire. Dès l'instant où effectivement elle se dit j'ai tout sur la table et je dois penser en dehors de la boîte. D'accord ? Dernier élément. Enfin, je crois que c'est le dernier, si j'arrive à... alors oui, là, je pourrais parler pendant un quart d'heure, mais on m'a dit que je commençais à plus avoir de temps. Les nouvelles forces de travail sont différentes, quoi. On arrête de croire que ma workforce, c'est mes salariés dans mon building où je peux les avoir sous la main en direct. La workforce est déstructurée. Alors, peut-être pas encore complètement en Tunisie, pas complètement non plus en France. Le chiffre qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est 40% de la workforce qui n'est pas des contractors. Donc, qui ne sont pas des personnes en contrat de travail, qui sont en d'autres formes de contrats. Et ça entraîne un questionnement sur dire, mais c'est quoi l'entreprise en dehors de ces murs ? Comment on la visualise demain, cette entreprise ? Et enfin, le dernier, alors on ne le voit pas trop, c'est caché par les chaises là-bas, mais bon, on a franchement besoin de se le commenter, celui-là. Le législateur, je suis désolé, je sais qu'il y a monsieur le ministre ce matin, mais bon, globalement, le législateur est un peu à la ramasse, quoi, hein. Alors, en tout cas, ce qu'on voit en Europe, c'est qu'il ne freine plus. D'accord ? Avant, il freinait, il y a encore quelques années. Il empêchait d'avancer. On voit que c'est moins le cas aujourd'hui. Mais la problématique, c'est qu'il ne soutient pas. Sur une question qui est absolument basique, qui vient avec ce que je vous disais juste avant, la workforce en dehors de ces murs. Effectivement, quand mes contractors, quand ma workforce, elle n'est pas que mes contrats de travail, mais les autres, comment je les gère ? C'est un no man's land. Aujourd'hui, le législateur ne dit rien là-dessus. Il commence tout juste à se préoccuper des sujets des personnes qu'on dit des salariés indépendants, mais dépendants économiquement. Le chauffeur Uber, il dépend d'une plateforme, il travaille avec aucune autre. Donc oui, il est dépendant, mais il est indépendant, mais il est quand même sérieusement dépendant économiquement. Le législateur est tout juste en train de commencer à s'approprier ces sujets et de commencer à les explorer, effectivement. Donc, ce monde de Wally, ce monde qui se transforme, il va vous amener à vous poser beaucoup de questions. Et ces questions, et je vous en prie, et je m'arrêterai vraiment là-dessus, sur cette devise-là, si elle veut bien apparaître, si vous prenez des demi-décisions ou des décisions molles, ça sera du bordel au carré. D'accord ? Vous êtes contraint, vous êtes dans l'obligation de prendre des décisions qui seront des décisions dures, qui seront des décisions qui vont transformer vos organisations. Vous êtes dans l'obligation de préparer vos organisations à ces transformations, non pas dans une dynamique de peur, comme je vous le disais, et s'il vous plaît, partez vraiment avec cette idée en tête. C'est des transformations comme on en a déjà connues, mais c'est des transformations puissantes, c'est des transformations exponentielles, c'est des transformations qui vont impacter massivement les organisations.
on en a déjà connu, on n'a pas besoin d'en avoir peur, mais par contre, on a besoin de les préparer au risque, sinon, je n'ai pas besoin de le redire, c'est au tableau. Merci à tous.